Le schéma a commencé, comme c'est souvent le cas, avec l'anniversaire d'une enfant. Ma fille Lily allait avoir 5 ans, et j'y avais mis tout mon cœur. Le gâteau licorne rose trônait sur le comptoir, et des dizaines de ballons à l'hélium frôlaient le plafond de notre petite maison. Mon mari, Mark, me lançait des regards de soutien alors que l'heure du début de la fête était passée. Quand ma sœur Karen, notre mère, et ma nièce Emily sont enfin arrivées, avec plus d'une heure de retard, elles sont entrées d'un pas léger avec l'air froid, sans offrir la moindre excuse. Oh, c'était aujourd'hui? A dit Karen, sa voix une arme d'indifférence désinvolte. J'ai complètement oublié. Les mots étaient une pique vive et calculée, d'autant plus que je le lui avais rappelé au téléphone le matin même. Elles n'ont présenté aucun cadeau pour Lily. Mais un instant plus tard, Karen a sorti une grande boîte brillamment emballée pour sa propre fille, Emily. Voir les yeux pleins d'espoir de ma fille de 5 ans se fixer sur le cadeau, pour ensuite le voir remis à sa cousine, fut la véritable blessure. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas un oubli. C'était un message, le premier de beaucoup à venir. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. La blessure de l'anniversaire des 5 ans de Lily s'est envenimée, mais je me suis convaincue que c'était une anomalie, un acte irréfléchi et unique. L'espoir, ai-je appris, est une mauvaise herbe tenace. Pour son 6e anniversaire, j'ai organisé une chasse au trésor dans notre jardin, écrivant méticuleusement des indices sur des fiches cartonnées colorées. Mark faisait griller des hot dogs et les rires d'une douzaine d'enfants de 6 ans emplissaient l'air. Au bout d'une heure, j'ai reçu un appel de ma mère. Chérie, la voiture de Karen ne démarre pas. On a tout essayé, mais elle est complètement morte. On est vraiment désolé. J'ai murmuré les condoléances appropriées, mon estomac se nouant d'une angoisse familière. Ne vous inquiétez pas pour le cadeau, ai-je dit, en forçant la gaieté dans ma voix, votre présence suffit. Au moins, elles ne sont jamais venues. Ce soir-là, après que Lily, fatiguée mais heureuse, fut couchée, je faisais défiler mon téléphone quand une photo a arrêté mon pouce. C'était une publication publique d'un verger local, montrant le gagnant d'un concours photo. Là, en arrière-plan, sans le moindre doute, se trouvaient Karen et ma mère, souriantes, tenant des pommes d'amour, le soleil haut dans le ciel. Le redatage indiquait 14h30, l'instant exact où la voiture de Karen était censée être tombée en panne. Mark a vu mon visage et s'est approché. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé. Et quand je lui ai montré, sa mâchoire s'est crispée. « Ça suffit, Sarah. J'en ai assez. Elles sont cruelles. » J'ai balayé ces mots d'un geste de la main, en professionnel de l'excuse que j'étais. Peut-être que le problème de voiture est arrivé après ça, ai-je argumenté faiblement, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. J'avais besoin d'y croire, car l'alternative était trop douloureuse. L'année suivante, pour le 7e anniversaire de Lily, j'ai reçu le texto 2 jours avant la fête. Emily a une terrible gastro, a écrit Karen. Nous allons toutes devoir nous mettre en quarantaine par sécurité. Tellement désolée de manquer ça. J'ai ressenti un pervers sentiment de soulagement. Au moins, cette fois, je n'attendrai pas près de la porte. Nous avons eu une petite fête adorable avec les amis de Lily. Et pourtant, le membre fantôme de l'approbation de ma famille me faisait mal. C'est Mark qui a trouvé la preuve cette fois, sur la page des réseaux sociaux de notre cousine. Une photo de Karen, de notre mère et d'une Emily a l'air parfaitement sain, souriant devant une affiche de film. La légende disait « Super journée entre filles au cinéma ». Le mensonge était si flagrant, si paresseux, qu'il semblait être une insulte directe à mon intelligence.
Combien de temps, Sarah? A demandé Mark ce soir-là, sa voix dénuée de colère, juste remplie d'une profonde hélas tristesse pour moi. Combien de temps vas-tu les laisser te traiter, toi et notre fille, comme une simple pensée après coup? Pour le 8e anniversaire de Lily, même elle commençait à comprendre. Elle était assez grande pour remarquer l'absence, le silence d'une partie de sa famille. Cette fois, l'excuse venait de ma mère. Karen a eu une urgence de dernière minute au travail. Une énorme présentation qu'elle ne pouvait absolument pas manquer. Tu sais ce que c'est. Je savais. Je savais que c'était un mensonge. La preuve, quand elle est arrivée, fut la plus insultante de toutes. Une photo que Karen a postée elle-même. Ses pieds et ceux de ma mère, surélevés, les ongles de pied fraîchement vernis, avec la légende « Une journée spa bien méritée ». Bien-être. Ce soir-là, alors que je nettoyais les papiers cadeaux, Lily m'a regardée, son expression si sérieuse, et a posé la question qui a brisé ma dernière défense. Maman, dit-elle d'une petite voix, est-ce que tante Karen et grand-mère ne m'aiment pas? La franchise de sa question, la douleur pure et sans phare dans ses yeux, a brisé quelque chose en moi. Je l'ai serrée fort dans mes bras, murmurant des paroles rassurantes auxquelles je ne croyais pas moi-même. Mais en la tenant, je m'accrochais encore à un dernier et stupide fil d'espoir, murmurant dans l'obscurité de sa chambre et de mon propre cœur que l'année suivante serait différente. Il le fallait. Après l'incident du bien-être, j'ai érigé un mur. Pour le 9e anniversaire de Lily, aucune invitation n'a été envoyée à ma sœur ou à ma mère. Aucun appel téléphonique pour annoncer la date. C'était une omission silencieuse et délibérée, et la paix qui en a résulté était à la fois un soulagement et un chagrin. Le silence a duré près de 2 ans, une trêve fragile que j'étais assez stupide pour croire qu'elle pourrait devenir permanente. Puis, 2 mois avant le 10e anniversaire de Lily, mon téléphone a sonné avec le ton faussement joyeux de Karen. Elle n'a pas mentionné les années de négligence, elle a agi comme si nous nous étions parlé la veille. Sarah, j'ai l'idée la plus brillante qui soit, a-t-elle commencé, sa voix dégoulinant d'un enthousiasme fabriqué. L'anniversaire d'Emily est juste 3 semaines après celui de Lily cette année. Je me disais, au lieu de 2 fêtes séparées et stressantes, on pourrait faire une seule grande et incroyable fête commune pour elle. C'est tellement plus efficace, et pense à quel point ce sera amusant pour les filles de célébrer ensemble. Une angoisse glaciale, lourde et familière s'est installée dans mon estomac. Je pouvais déjà le voir. Le Emily Show, avec ma nièce en vedette, et ma fille reléguée au rôle de personnage secondaire oublié. J'imaginais la liste des invités, dominée par les amis de Karen, les décorations, adaptées au goût d'Emily, le gâteau portant inévitablement le nom d'Emily en premier. Le mot efficace était le signe révélateur. Il ne s'agissait jamais du bonheur des filles. Il s'agissait de consolider les projecteurs. J'ai essayé de protester, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Oh, je ne sais pas, Karen. Lily avait vraiment hâte de faire une soirée pyjama juste avec ses amis de l'école. Leurs groupes sont si différents. Elle a ri, un son léger et aérien qui m'a hérissé les nerfs. Ne sois pas ridicule, on invitera tout le monde. Plus on est de fous, plus on rit. Ça signifierait tellement pour maman de voir ses petites filles ensemble. Tu te prends de la tête pour rien, Sarah. Vaincue, j'ai joué ma dernière carte, espérant une lueur de protection maternelle. J'ai raccroché avec une excuse évasive et j'ai immédiatement appelé notre mère. Je lui ai exposé mes angoisses, ma voix suppliant sa compréhension. Maman, Karen veut faire une fête commune, et je sais que Lily va se perdre dans la masse. Tu sais comment est Emily? Elle a tendance à prendre toute la place. La ligne est restée silencieuse un instant avant que ma mère ne soupire, un son de pure et totale déception envers moi. Sarah, pour l'amour du ciel, tu es beaucoup trop sensible, a-t-elle dit, son ton sec et cassant.
C'est une solution merveilleuse et pratique. Karen essaye de t'inclure, de réunir la famille, et toi, tu cherches des problèmes. Ne crée pas de drame là où il n'y en a pas. Ces mots furent un coup final et définitif. Je n'étais pas seulement sensible, j'étais le problème. J'étais celle qui créait le drame. J'étais l'ingrate qui n'appréciait pas ce geste d'inclusion. Je me sentis complètement acculée, piégée entre la planification agressive de Karen et le mépris total de ma mère pour mes sentiments. Plus tard ce jour-là, j'ai rappelé Karen. D'accord, ai-je dit, le mot un minuscule drapeau blanc de la reddition. Une fête commune, ça a l'air bien. Au moment où les mots ont quitté ma bouche, le regret m'a inondé, épais et suffocant. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée dans la cuisine silencieuse, le bourdonnement du réfrigérateur rugissant à mes oreilles. Mark m'a trouvé là 1 heure plus tard, le regard vide. Quand je lui ai raconté, l'expression sur son visage n'était pas de la colère, mais une profonde et douloureuse résignation. Tu sais exactement ce qui va se passer, n'est-ce pas? A-t-il dit doucement. Je le savais. Je venais de répondre oui au chagrin de ma propre fille. Le lieu choisi par Karen était une cacophonie de joie manufacturée, un complexe tentaculaire de néons, de jeux d'arcade stridents et d'une odeur écœurante de pop-corn rassis. C'était un endroit conçu pour Emily, bruyant, tape à l'œil et exigeant toute l'attention. Mon cœur s'est serré dès que nous sommes entrés. Lily, s'agrippant à ma main, semblait rapetisser à côté de moi. La première et la plus évidente des blessures fut le gâteau. Il trônait sur une table centrale, un monument aux priorités de ma sœur. C'était une confiserie massive à plusieurs étages, et en glaçage rose et violet tourbillonnant, on pouvait lire « Joyeux 10e anniversaire, Emily and Lily ». Le nom de ma nièce était écrit en immenses lettres cursives élaborées, entourées de fleurs en sucre et de paillettes comestibles. Le nom de Lily était une pensée après coup, ajoutée en dessous dans une petite police simple, comme si le décorateur avait manqué de place et d'enthousiasme. Ma mère m'a remarqué en train de le fixer et m'a tapoté le bras avec condescendance. C'est adorable, n'est-ce pas? Tellement efficace d'en prendre un seul. La fête s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Karen et ma mère ont agi en tant qu'organisatrices sociales, dirigeant chaque invité, chaque conversation vers Emily. Il faut que vous voyiez la nouvelle chorégraphie qu'Emily a apprise, s'exclamait ma mère. Karen, raconte-leur le prix qu'Emily a gagné au concours de sciences. Lily a fait quelques tentatives courageuses pour se rapprocher de sa cousine, seulement pour être mise de côté alors qu'Emily était entraînée pour être le centre d'un autre cercle d'admirateurs. Je suis devenue l'ombre de ma fille, un système de défense à moi seule, essayant de la protéger des rejets constants et des involtes. Mais il était impossible de tout bloquer. Le point culminant, comme il avait toujours été conçu pour l'être, fut la cérémonie d'ouverture des cadeaux. Karen a installé Emily sur une chaise aux allures de trône et a empilé une montagne de cadeaux brillamment emballés à ses pieds. Pas un seul n'était adressé à Lily. Pendant 20 minutes angoissantes, nous avons regardé Emily déballer cadeau après cadeau. Des vêtements de marque, des appareils électroniques coûteux, des billets de concert. Pendant tout ce temps, Lily était assise à côté de moi sur une chaise pliante, son sourire devenant de plus en plus fragile à chaque instant. Puis vint le grand final. Ma mère s'est avancée, tenant une énorme boîte parfaitement emballée. « Ceci vient de mamie », a-t-elle annoncé à la salle. Emily l'a déchirée pour révéler une brochure et un certificat brillant pour un camp d'équitation d'été de 2 semaines, tout compris. Un cadeau d'une valeur stupéfiante. La salle a éclaté en « ouh » et « ah ». Puis, presque comme une pensée après coup, ma mère s'est tournée vers Lily. Elle a sorti une petite enveloppe blanche et simple de son sac à main. « Tiens, ma chérie,
dit-elle, son sourire crispé. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau générique pour une chaîne nationale de librairie. J'ai vu le montant imprimé en petits chiffres noirs. 25 $. Ce n'était pas la valeur, c'était la déclaration assourdissante de sa valeur perçue. Lily n'a pas émis un son. Son visage s'est juste décomposé, un effondrement silencieux et dévastateur de l'espoir d'une fillette de 10 ans. Elle a regardé la carte en plastique, puis sa cousine posant avec la brochure du camp d'équitation, et une seule larme a tracé un chemin sur sa joue. Elle a glissé de sa chaise et a couru, disparaissant derrière un toboggan gonflable imposant. C'en était trop. Le barrage de ma retenue s'est rompu. Je me suis dirigée directement vers ma sœur et ma mère, tout mon corps vibrant d'une rage que je n'avais pas ressentie depuis des années. Comment avez-vous pu? Ma voix était basse, tremblante. Comment avez-vous pu humilier délibérément ma fille devant tout le monde? Karen a ricané en levant les yeux au ciel. Oh, arrête, Sarah. Ne fais pas de scène. Tu es juste jalouse de tout ce qu'Emily a. Ma mère a acquiescé. Elle a raison. Tu crées un drame à partir de rien. Lily a eu un cadeau tout à fait charmant. Kim. Avant que je puisse déchaîner la décennie de fureur accumulée en moi, Mark était là. Il a posé une main ferme sur mon épaule, son visage un masque de fureur froide. Il n'a même pas regardé ma mère ou ma sœur. Il m'a regardé. On s'en va, a-t-il dit, sa voix un ordre sourd. Il est passé devant elle, a trouvé Lily recroquevillée et sanglotant derrière le toboggan, et l'a doucement prise dans ses bras. Le trajet en voiture jusqu'à la maison fut un vide sonore, rempli seulement par les hoquets déchirants des pleurs silencieux de Lily depuis la banquette arrière. Je regardais par la fenêtre, les néons de la ville se brouillant en traînées dénuées de sens. Lorsque nous nous sommes garés dans notre allée, Mark a coupé le moteur et m'a regardé, ses yeux brûlants d'une conviction qui égalait mon propre désespoir. « Plus jamais, Sarah », a-t-il juré, sa voix rauque. « Je suis sérieux. Nous ne referons plus jamais, au grand jamais, une chose pareille. » Le vœu de Mark, « plus jamais », est devenu la loi silencieuse et inattaquable de notre foyer. Au lendemain de la désastreuse fête commune, je ne me suis pas lancée dans une confrontation dramatique. J'ai simplement laissé les lignes de communication se distendre. Mes appels à ma mère sont devenus rares, puis inexistants. Les textos de Karen, exigeant au début des excuses pour ma scène, se sont finalement réduits à des vœux de fin d'année passifs-agressifs auxquels je répondais par des mots polis et uniques. Je construisais un mur, non par colère, mais par un besoin profond et instinctif d'autopréservation. Le calme qui s'est installé était vaste et, à ma grande surprise, profondément curatif. Le 11e anniversaire de Lily fut une petite soirée pyjama avec 5 de ses meilleurs amis. Il n'y avait pas de gâteau opulent, juste un gâteau de guingois que nous avions préparé ensemble, son glaçage étalé par un cœur de fille gloussant. Le seul drame fut une querelle pour savoir quel film regarder. En regardant ma fille, vraiment heureuse et libérée du poids des attentes familiales, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas réalisé être possible. Nous avions échangé la performance d'un grand rassemblement familial toxique contre la joie authentique d'un petit cercle aimant. L'immense énergie que j'avais autrefois consacrée à chercher l'approbation de ma famille, à justifier mon existence auprès d'eux, devait aller quelque part. Je l'ai canalisée entièrement dans ma carrière. J'étais chef de projet dans une entreprise de logistique de taille moyenne, un travail pour lequel j'avais toujours été douée, mais maintenant, je m'y suis attaquée avec une concentration renouvelée et féroce. J'ai cessé de partir à 17 heures pile et j'ai commencé à rester pour planifier les dépendances complexes d'une refonte de la chaîne d'approvisionnement. Je me suis portée volontaire pour m'occuper des clients les plus difficiles, ceux que tout le monde évitait. Mon patron l'a remarqué. 6 mois après la fête,
J'ai été promue chef de projet principal, un poste assorti d'une augmentation de salaire significative et de ma propre équipe. J'ai découvert que les compétences que j'avais affinées en gérant le champ de mines émotionnel de ma famille étaient remarquablement transférables au monde de l'entreprise. Je pouvais désamorcer une réunion tendue avec un client, anticiper les besoins non exprimés d'une partie prenante et maintenir une présence calme et autoritaire face au chaos. Mes collègues me respectaient non pas parce que nous étions parents, mais parce que je livrais des résultats. Lorsque j'ai supervisé avec succès l'intégration d'un nouveau système logiciel sur 3 continents, terminant 2 semaines avant la date prévue et avec près d'1 million de dollars de moins que le budget, le PDG a mentionné mon nom dans un courriel à l'échelle de l'entreprise. Cette seule ligne d'éloge public et méritée me semblait plus valorisante qu'un millier de compliments creux de ma mère n'aurait jamais pu l'être. Pour la première fois, ma valeur était mesurée par ma compétence, non par ma proximité avec une nièce favorite. Avec la promotion est venue une véritable indépendance financière. J'ai ouvert un compte d'investissement distinct, l'alimentant méthodiquement avec chaque prime et chaque augmentation. Voir ce solde croître était plus qu'une question de sécurité. C'était une question de pouvoir. C'était le pouvoir de choisir, le pouvoir de construire une vie pour moi et ma fille qui était entièrement à l'abri des caprices des autres. C'étaient les années calmes, mais elles n'étaient pas vides. C'étaient des années de construction de fondation. Alors que ma famille supposait que je nourrissais une rancune dans le silence, j'étais en fait en train de forger une version entièrement nouvelle de moi-même, une personne compétente, respectée et financièrement solvable. J'apprenais que l'estime de soi n'était pas quelque chose à être accordé par les autres, mais quelque chose à construire, projet par projet, investissement par investissement, jusqu'à ce qu'elle devienne une forteresse inébranlable. Le calme ne pouvait pas durer éternellement. Le lycée est devenu l'arène inévitable où nos mondes ont été contraints de se heurter à nouveau. Ce ne fut pas un seul événement, mais une série d'entre eux, les soirées parents-professeurs, les festivals de musique du district, les réunions de fin d'année où la présence était non négociable, qui ont érodé la distance paisible que j'avais si soigneusement construite. Pour le bien des filles, qui devaient maintenant naviguer dans les mêmes couloirs, nous avons tous convenu d'une trêve fragile. Lily et Emily étaient parfaitement civiles l'une envers l'autre. Une relation d'orbite polise et distante, leur histoire commune un gouffre silencieux et reconnu entre elles. Mais la trêve ne signifiait pas la paix. Cela signifiait simplement que le champ de bataille avait changé. La compétition ne portait plus sur les fêtes d'anniversaire, mais sur les réalisations mesurables de l'adolescence. Et dans ce nouveau concours, ma mère et ma sœur étaient les juges partials et inébranlables. Chaque succès de Lily était accueilli par un contre-récit soigneusement calibré, conçu pour élever Emily. Quand Lily est rentrée à la maison, rayonnante avec un A durement gagné à son examen de mi-session d'histoire américaine, j'ai commis l'erreur de le mentionner au dîner de Thanksgiving. Ma mère a offert un tiède « C'est bien, ma chérie », avant que Karen ne se lance immédiatement dans une saga dramatique sur le B+, d'Emily en calcul avancé. Le professeur a dit que c'est le cours le plus difficile qu'il ait jamais enseigné, a dit Karen, sa voix remplie d'une fierté théâtrale. Honnêtement, obtenir un B+ dans ce cours est plus impressionnant qu'un A dans presque n'importe quoi d'autre. Cela montre une véritable force intellectuelle. Ma mère a hoché la tête vigoureusement. Oh, absolument. Certains esprits sont simplement câblés pour cette pensée de plus haut niveau. J'ai senti la piqûre familière et brûlante de la rage, mais j'ai tenu ma langue, imaginant le projet logistique que je venais de terminer, sous le budget et en avance sur le calendrier. Je me suis concentrée sur la réalité concrète de ma propre compétence et je n'ai rien dit, un silence que Karen et ma mère ont pris pour de l'acquiescement. Le schéma est devenu implacable. Lily a gagné une place dans l'équipe de débat de l'école.
Emily a été louée pour sa bravoure à l'audition de la comédie musicale de l'école, même si elle n'a obtenu qu'un rôle dans le chœur. Une photographie de Lily a remporté la 3e place dans un concours d'art à l'échelle de la ville. Ma mère a réfléchi à voix haute que l'emploi du temps d'Emily était simplement trop chargé d'activités académiques rigoureuses pour permettre des passe-temps futiles. Chaque commentaire était un acide subtil et corrosif, conçu pour dissoudre les accomplissements de ma fille dans l'insignifiance. J'ai appris à ne plus partager ses victoires. Je célébrais avec Mark et Lily, entre les murs sûrs de notre maison, notre propre trinité privée de soutien. Mais le ressentiment couvait sous mon extérieur soigneusement contrôlé. Mark voyait tout. Sur le chemin du retour d'un dîner de réveillon de Noël particulièrement exaspérant, je regardais le flou des lumières de fête, la mâchoire douloureuse à force de sourires forcés. « Tu vois ce que c'est, n'est-ce pas » a-t-il dit doucement, sans me regarder. C'est juste une campagne à long terme. Elles construisent un dossier public, pièce par pièce, pour la supériorité inhérente d'Émilie. La fête commune n'était qu'une escarmouche. Elles attendent le grand coup, Sarah. Elles attendent juste le prochain événement majeur où elles pourront remettre tout le monde à sa place. Elles ont besoin d'un public pour leur verdict final. Je n'ai pas répondu, car je savais qu'il avait raison. Les années calmes n'avaient pas été une paix, elles avaient été un entracte. Et l'acte final était encore à venir. L'acte final a commencé, comme je savais, qu'il le ferait, par un appel téléphonique. C'était un mardi après-midi d'avril. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre de mon bureau, d'un bleu prometteur. La dernière année de lycée de Lily tirait à sa fin, un tourbillon de projets finaux et de dates limites pour les candidatures universitaires, et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait radieux et sans entrave. Puis, le nom de Karen a clignoté sur mon écran, et une angoisse glaciale et familière a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, maîtrisant ma voix pour lui donner un ton neutre. « Sarah, tu ne vas jamais croire la nouvelle. » Sa voix était un feu d'artifice d'excitation forcée. Avant même que je puisse répondre, elle a poursuivi. « Je l'ai fait. J'ai réservé le lieu pour la fête de remise des diplômes des filles. Et c'est spectaculaire. J'ai réussi à avoir les jardins du Grandview. » Elle a fait une pause, laissant le nom flotter dans l'air. Les jardins du Grandview étaient le genre d'endroit où les sénateurs organisaient des collectes de fonds et où les filles de chirurgiens célébraient leur mariage, un bastion local de la vieille fortune et de l'élégance discrète, célèbre pour sa terrasse avec cascade et son service impeccable. L'implication était claire, c'était un événement d'importance. J'ai senti l'air quitter mes poumons. « La fête des filles ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. « Oh, absolument », a-t-elle continué, ignorant mon ton. « Ce serait complètement ridicule d'avoir 2 fêtes séparées. Nos listes d'invités sont pratiquement identiques, et c'est un moment pour toute la famille de célébrer. J'ai décidé que nous ferions une célébration commune. C'est la seule chose qui ait du sens. » Ce n'était pas une suggestion. Ce n'était pas une question. C'était un décret. Je n'étais pas consultée. J'étais informée d'une décision qui avait déjà été prise, d'un contrat qui avait déjà été signé. Le silence de mon côté était lourd d'histoires non dites. Dans mon esprit, je voyais une Lily de 10 ans, son visage se décomposant dans un chagrin silencieux à cause d'une carte cadeau de 25 $. Je voyais un gâteau avec son nom ajouté comme une pensée après coup. Ce n'était pas un plan pour célébrer nos filles, c'était un piège. C'était la désastreuse fête du 10e anniversaire, mais avec un plus gros budget et un code postal plus prestigieux. C'était un couronnement public pour Emily, une déclaration finale et définitive sur la hiérarchie familiale, mise en scène pour un public d'amis et de parents juste avant que les filles ne se dispersent pour l'université.
C'était le coup de maître de Karen, l'aboutissement d'années de piques subtils et de favoritisme manifeste, le tout déguisé en un geste grandiose et généreux. J'ai déjà versé la compte, a-t-elle ajouté, sa voix suffisante. Tous les détails sont réglés. Je devais juste te communiquer la date pour que tu puisses la noter dans ton calendrier. J'ai ressenti un vertigineux sentiment d'impuissance, le même que j'avais eu dans la cuisine de ma mère quand elle m'avait traité de trop sensible. La mécanique sociale du piège était parfaite. Si je refusais, ce serait moi qui créerais un drame, celle qui déchirerait la famille à la veille d'une occasion joyeuse. Je serais la sœur amère et jalouse, telle qu'elle m'avait toujours dépeinte. J'ai marmonné un Je vais devoir vérifier mon calendrier, évasif, et j'ai mis fin à l'appel, ma main tremblante. Ce soir-là, je l'ai dit à Mark. Sa réaction a été instantanée et explosive. Absolument pas, a-t-il dit, son visage se durcissant. Nous n'allons pas faire subir ça à Lily à nouveau. Je me fiche de ce qu'elle dise. Nous organiserons notre propre fête. Mais je savais que ce n'était pas si simple. Ce n'était pas juste une fête. C'était le verdict final, et Karen s'était autoproclamée juge. Ma famille ne se contentait plus d'attendre. Elle avait programmé l'exécution. Pendant 2 semaines, j'ai vécu dans un état d'angoisse suspendue, évitant les textos de relance de Karen et les appels insistants de ma mère sur mon manque d'enthousiasme. J'agissais dans l'espoir insensé que mon silence serait interprété comme un refus en douceur, qu'elle pourrait, pour une fois, comprendre à demi-mot. Cet espoir a été anéanti un jeudi soir. J'étais assise à ma table de cuisine, examinant un calendrier de projets complexes pour le travail, quand mon téléphone a vibré. C'était Karen. Je me suis préparée à un autre monologue culpabilisant et j'ai répondu d'un ton sec et professionnel. Bonjour, Karen. Il n'y avait pas de fausse gaieté dans sa voix cette fois. Elle avait été remplacée par un ton vif et étrangement efficace, celui qu'elle utilisait avec les entrepreneurs ou les prestataires de services. Sarah, bien. J'étais en train de finaliser les chiffres avec le Grandview et je dois régler les contributions, a-t-elle commencé, le mot contribution tombant avec un bruit sec et stérile. J'ai fait les comptes pour m'assurer que tout est parfaitement équitable, et j'ai ton chiffre final. Je suis restée silencieuse, un nœud de glace se formant dans mon ventre. Je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre, mais je savais que ce serait une nouvelle et inventive forme de cruauté. Donc, a-t-elle poursuivi, sa voix dénuée de toute émotion, le coût total par personne, incluant la location du lieu, le traiteur et le pourboire, s'élève à 95 $. J'ai compté tes invités, toi, Mark, Lily, tes 2 tantes, les parents de Mark, et ainsi de suite. Ça fait un total de 20 personnes de ton côté. Elle a fait une pause, et j'ai pu entendre le faible clic d'un stylo, comme si elle cochait une liste. 20 personnes à 95 $ chacune. Ça fait exactement 1 900 $. Tu peux simplement me faire un chèque. Ou un virement électronique irait aussi. J'en aurai besoin d'ici la fin de la semaine prochaine pour payer la facture finale. La ligne est devenue silencieuse, mais mon monde avait basculé sur son axe. Je ne pouvais pas formuler un mot. Mon esprit s'emballait, essayant de traiter l'audace pure et stupéfiante de la chose. Ce n'était pas une sœur demandant à une autre de partager le coût d'une fête de famille. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était une facture, une note à payer. Elle avait attribué une valeur monétaire à notre présence, calculé notre valeur au dernier dollar près, et me présentait maintenant les frais d'admission à la fête de remise des diplômes de ma propre fille. Chaque anniversaire oublié, chaque commentaire méprisant, chaque affront calculé au cours des 2 dernières décennies se sont soudainement cristallisés en ce moment unique et brutalement transactionnel. Nous n'étions pas une famille,
Nous étions des clients. Nous étions une ligne sur son budget d'événements. L'étape importante de ma fille n'était pas une joie partagée. C'était un service pour lequel je devais payer. Les 1900 $ n'étaient pas une question d'argent. J'avais cela et bien plus encore sur le compte d'investissement que j'avais si diligemment construit pendant mes années de silence. Il s'agissait du message froid et dur qu'il envoyait. Votre participation est conditionnelle. Votre place ici n'est pas garantie par l'amour ou le sang, mais par le paiement. Elle avait enfin réussi. Elle avait trouvé un moyen de quantifier notre insignifiance. Mon souffle s'est coupé. Sarah, tu m'as entendu? La voix de Karen était impatiente maintenant, la voix d'un créancier exigeant le paiement d'un compte en souffrance. C'est 1900. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'ai ressenti un étrange détachement, comme si je flottais au-dessus de mon propre corps, regardant une femme que je reconnaissais à peine, assise, stupéfaite, dans sa cuisine silencieuse. Finalement, j'ai réussi à murmurer une seule phrase brisée. Je dois y aller. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, le plastique de mon portable semblant incroyablement lourd dans ma main. J'ai regardé le calendrier du projet sur l'écran de mon ordinateur portable, les cases bien nettes et les progressions logiques, mais tous les chiffres se sont brouillés en un seul. 1900 $. C'était le prix d'entrée. C'était le prix de ma fille. Je suis restée assise là, je ne sais combien de temps, fixant le téléphone dans ma main comme si c'était un serpent venimeux. Le silence dans la cuisine était un rugissement, rempli de l'écho de la voix de Karen et de ce seul chiffre obscène. 1900. Et puis le barrage a cédé. Un sanglot, rauque et laid, s'est arraché de ma poitrine, suivi d'un autre et d'un autre encore. Ce n'était pas un cri silencieux et digne, c'était une purge profonde et gutturale de 2 décennies de douleurs accumulées. Les larmes n'étaient pas pour la facture. Elles étaient pour la petite fille de 5 ans regardant sa cousine ouvrir un cadeau qui aurait dû être le sien. Elles étaient pour la fillette de 10 ans, seule, courant se cacher derrière un toboggan gonflable, sa fête un spectacle public de son statut secondaire. Elles étaient pour chaque événement méticuleusement planifié, accueilli par un j'ai oublié, désinvolte et cruel, pour chaque réussite scolaire de Lily, immédiatement diminuée pour valoriser celle d'Emily. Tout est revenu en un flot, un raz-de-marée d'affronts et d'humiliations, et je me suis enfin, complètement, laissée noyer. C'est dans cet état que Mark m'a trouvée, la tête entre les mains sur la table de la cuisine, les épaules secouées de tremblement. Il n'a pas eu besoin de demander ce qui s'était passé. Il a vu l'identifiant de l'appelant sur mon téléphone, et son visage s'est durci en un masque de pure rage. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» a-t-il demandé, sa voix dangereusement basse. À travers mes sanglots, j'ai étranglé les mots, l'histoire du coût par personne, de l'audit de la liste d'invités, de la facture. 1900 $, ai-je terminé, les mots une nouvelle vague de honte. La fureur de Mark était une force palpable dans la pièce. « C'est fini », a-t-il grondé, arpentant le sol comme un animal en cage. « C'est la fin absolue, c'est terminé. Nous n'irons pas. J'appellerai ta mère et Karen moi-même, et je leur dirai exactement où elles peuvent se la mettre, leur fête. » Il était prêt à tout brûler, à pratiquer la politique de la terre brûlée sur nos liens familiaux, et une partie de moi a ressenti un amour féroce et loyal pour lui à ce moment-là. Mais alors que j'observais sa juste colère, quelque chose d'étrange s'est produit en moi. L'océan tumultueux de ma douleur a commencé à se calmer, à se refroidir, puis à geler. Les larmes chaotiques et brûlantes se sont arrêtées, et les tremblements se sont apaisés. Au centre de cette mer nouvellement gelée se trouvait un point de clarté unique et parfait. Il ne s'agissait pas de l'argent.
Il ne s'était jamais agi de l'argent. Il s'agissait de pouvoir. Il s'agissait d'une vie passée à m'entendre dire quelle était ma place, la place de ma fille, et cette fête était censée être la confirmation finale et publique de cette hiérarchie. Refuser d'y aller était un mouvement défensif, c'était abandonner le terrain. Et soudain, j'en ai eu assez d'être sur la défensive. J'ai relevé la tête de la table et je l'ai regardé, et je suis sûre qu'il a vu le changement dans mes yeux, le chagrin brûlant remplacé par un calme glacial. Ma voix, quand j'ai parlé, ne tremblait pas. Elle était stable et basse. Non, ai-je dit, le mot tranchant à travers sa colère. Tu ne les appelleras pas. Il a cessé d'arpenter le sol, confus. Sarah, j'en ai assez d'être leur paillasson, Mark, ai-je dit en me levant. Le changement en moi était physique, je me sentais plus grande. Je ne vais pas seulement refuser de payer. Je ne vais pas boycotter la fête. Je vais mettre fin à tout ça, à tout, une fois pour toutes. Le sommeil était une impossibilité. Le chiffre résonnait dans la maison silencieuse. Un battement de tambour rythmé et moqueur contre l'intérieur de mon crâne. 1900. 1900. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage suffisant de Karen, son stylo cliquant alors qu'elle calculait la valeur de ma famille. La rage et l'humiliation s'étaient consumées, laissant derrière elle une clarté étrange et froide. Le problème n'était pas l'argent, le problème n'était même pas Karen. Le problème était le champ de bataille qu'elle avait choisi, les jardins du Grandview. C'était la scène de mon humiliation finale et publique, l'incarnation physique du pouvoir qu'elle détenait sur moi. Poussée par une impulsion que je ne comprenais pas, je suis sortie du lit, les lattes du plancher froides sous mes pieds, et je suis allée à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sa lueur illuminant la pièce sombre, et j'ai tapé « Les jardins du Grandview » dans la barre de recherche. Au début, j'ai simplement cliqué sur la façade publique, des galeries de mariées souriantes, des menus vantant des ingrédients locaux, des témoignages élogieux. C'était un monde de perfection organisée, la toile de fond idéale pour la victoire de Karen. Mais ensuite, mes instincts professionnels ont pris le dessus. Ce n'était pas différent de la vérification d'un nouveau fournisseur ou de la recherche sur un concurrent. J'ai dépassé le baratin marketing et j'ai commencé à creuser. Qui en était le propriétaire? Quelle était sa structure d'entreprise? J'ai cherché dans les registres du commerce du comté, recoupant les noms et les adresses. J'ai trouvé ce que je cherchais dans les archives d'un journal économique local. Grandview Holdings, LLC, une petite entreprise familiale. L'article datant de 6 mois mentionnait que les propriétaires, un couple de personnes âgées, cherchaient à prendre leur retraite et exploraient discrètement des options pour vendre l'entreprise et ses actifs. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était une lueur, une minuscule et improbable étincelle dans l'obscurité. J'ai continué à creuser, mes doigts volant sur le clavier, mon cerveau de chef de projet cartographiant les points de données et reliant des informations disparates. J'ai trouvé l'annonce immobilière commerciale, discrètement formulée, destinée à une clientèle sélectionnée. Elle incluait des données financières préliminaires, les sources de revenus, les coûts d'exploitation prévus. J'ai lu chaque ligne, absorbant les chiffres, la logistique, les défis. Et puis, l'étincelle est devenue un feu. Une idée folle, audacieuse et absolument terrifiante a fleuri au centre de mon esprit. C'était insensé. C'était impossible. C'était aussi parfait. Le pouvoir n'était pas de refuser de jouer au jeu de Karen. Le pouvoir était d'acheter le plateau de jeu entier. J'ai pivoté sur ma chaise, m'éloignant des résultats de recherche, et j'ai ouvert un nouveau fichier. Une feuille de calcul vierge. Puis j'ai ouvert un autre onglet et je me suis connectée à mon portefeuille d'investissement personnel. Le compte que j'avais méticuleusement construit pendant les années calmes, ma forteresse d'indépendance financière.
Pour le reste de la nuit, je ne me suis pas arrêtée. J'ai travaillé avec une concentration féroce et précise que je réservais normalement aux révisions logistiques de plusieurs millions de dollars. J'ai construit un modèle financier préliminaire en y intégrant les chiffres du lieu. J'ai calculé mes actifs liquides, mon potentiel d'emprunt. J'ai élaboré un calendrier, identifié les risques et rédigé une stratégie d'offre préliminaire. La douleur qui m'avait tenue éveillée avait disparu, consumée par le feu propre et froid de la détermination. Alors que la première lumière pâle et grise de l'aube se glissait par ma fenêtre, je me suis penchée en arrière sur ma chaise, épuisée mais électrique. La feuille de calcul sur mon écran n'était plus seulement une collection de chiffres, c'était un plan. C'était la première étape concrète d'un projet dont le seul livrable était ma propre libération. La feuille de calcul que j'ai créée aux petites heures du matin n'était pas un fantasme, c'était un plan directeur. Dès le lendemain matin, je suis passée de la planification à l'exécution avec la même précision méthodique que j'appliquais à mes projets professionnels les plus complexes. Ma première étape a été de créer un bouclier. J'ai passé 1 heure en ligne et avec mon avocat d'entreprise pour créer une nouvelle SIRL anonyme, Northwood Asset Management. Un nom si fade et anodin qu'il était pratiquement invisible. C'est cette entité, et non Sarah Miller, qui ferait les demandes. Mes appels suivants ont été pour un agent immobilier commercial et un autre avocat, tous deux choisis pour leur réputation de discrétion à toute épreuve. Lors d'une conférence téléphonique tendue, j'ai exposé la situation sans révéler les motivations personnelles. J'ai simplement déclaré que l'acquisition des jardins du Grandview était un investissement sensible au temps et que la confidentialité absolue et juridiquement contraignante était ma principale condition d'engagement. Il y avait une gravité dans ma voix qu'ils n'ont pas remise en question. Ils ont accepté les accords de non-divulgation sans hésitation. La réunion la plus cruciale, cependant, a eu lieu ce soir-là à ma propre table de cuisine. J'ai tout exposé à Mark, la SARL, le premier contact de l'agent, le modèle financier, l'ampleur totale et insensée du plan. Il a écouté en silence complet, son visage un masque d'incrédulité. Quand j'ai eu fini, il m'a juste regardé, secouant lentement la tête. « Tu veux l'acheter? Tout le lieu? » « Sarah, ce sont des millions de dollars. C'est tout notre avenir. » Le choc dans sa voix fut un coup physique, et pendant une seconde terrifiante, j'ai cru que j'allais faire cela seule. Mais ensuite, j'ai expliqué le pourquoi. Je lui ai parlé de la facture pour notre présence, de la note de 1900 dollars qui avait quantifié 2 décennies de manque de respect. J'ai expliqué qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de mettre fin au jeu. Il s'agissait de posséder le terrain sur lequel il prévoyait d'humilier notre fille une dernière fois. J'ai vu son choc se transformer lentement en autre chose, un regard d'admiration naissante. Un lent sourire s'est étendu sur son visage. « Mon Dieu, Sarah, » a-t-il dit, sa voix basse d'émerveillement. « C'est brillant. C'est la plus brillante et karmique forme de justice que j'ai jamais entendue. » À ce moment-là, il est passé d'un mari choqué à mon co-conspirateur. Il est devenu tout mon système de soutien. Les semaines suivantes furent un tourbillon de chaos contrôlé. Nous menions une double vie. Le jour, j'étais chef de projet principal, dirigeant des réunions et gérant des délais. La nuit, nous étions les directeurs anonymes de Northwood Asset Management, blottis sur notre table de salle à manger, désormais ensevelis sous les demandes de prêts et les relevés d'actifs. Mark était au téléphone avec notre conseiller financier, orchestrant la liquidation d'actions spécifiques et de fonds communs de placement pour constituer la compte. Le processus était plus stressant que tout ce que j'avais jamais entrepris. Le risque financier était immense, et le secret était un poids constant et lourd. Pourtant, sous le stress, il y avait un courant d'exaltation pure et sans mélange. Pour la première fois de ma vie,
je ne réagissais pas à ma famille. J'agissais. Je n'absorbais pas leur cruauté désinvolte. J'orchestrais un changement fondamental dans notre univers. Chaque document signé, chaque courriel positif de l'agent immobilier était comme une brique posée dans les fondations de mon nouveau moi. Pendant que Karen me laissait des messages vocaux pour savoir quand elle pouvait s'attendre à recevoir mes 1900 $, j'étais en conférence téléphonique avec mon avocat, discutant de la vérification diligente d'une acquisition de plusieurs millions de dollars. L'échelle pure et secrète de ma réponse à sa demande mesquine était une source de pouvoir vertigineux et privé. La négociation fut un exercice de haute voltige. Les propriétaires des jardins du Grandview, un couple de personnes âgées nommées Miller, étaient émotionnellement attachés à l'entreprise qu'ils avaient bâtie pendant 40 ans. Leur prix de départ était élevé et leur réticence à vendre à une SARL sans visage était palpable. Mon agent immobilier m'a averti qu'il commençait à avoir la frousse, effrayé par l'anonymat de North River Holdings. C'était un problème que je savais résoudre. C'était de la gestion des parties prenantes. Par l'intermédiaire de mon agent, j'ai transmis un message non pas d'acquisition d'entreprise, mais d'héritage. Je leur ai assuré, via des lettres juridiques soigneusement rédigées, que mon groupe d'investissement avait un profond respect pour l'institution qu'ils avaient créée et que notre objectif principal était d'assurer sa réussite continue et sa réputation d'excellence. Ensuite, j'ai mis à profit mes compétences en gestion de projet pour élaborer une offre qui n'était pas seulement généreuse, mais stratégiquement irrésistible. J'ai proposé 10% de plus que leur prix demandé, un geste audacieux et décisif conçu pour montrer mon sérieux. Mais le coup de maître résidait dans les conditions. J'ai offert une clôture rapide en 30 jours, entièrement en espèces, éliminant les contingences de financement qui font souvent échouer les transactions. J'ai accepté de conserver tout le personnel actuel pendant au moins 1 an, une clause conçue pour faire appel à leur loyauté envers leurs employés. C'était une offre propre, rapide et émotionnellement intelligente qui répondait à leurs objectifs financiers et apaisait leurs angoisses personnelles. Le stress était immense. Le jour, je dirigeais des conférences téléphoniques, gérais la logistique de la chaîne d'approvisionnement et présentais des rapports trimestriels avec mon calme et mon efficacité habituelle. La nuit, j'étais au téléphone avec mon avocat, mon agent et ma banque, prenant des décisions irrévocables de plusieurs millions de dollars. Le sommeil est devenu un luxe, et toute mon existence ressemblait à un secret que j'étais constamment sur le point de crier. Pendant tout ce temps, le harcèlement numérique de Karen s'est intensifié. Ses textos se sont transformés en paragraphes de colère. « Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, Sarah. La fête est dans 3 semaines. Est-ce que tu payes ou non? Tu essayes de gâcher ça pour Emily, n'est-ce pas? Après tout ce que j'ai fait. » Un soir, elle m'a appelée, sa voix stridente de frustration. « Maman est hors d'elle. Elle pense que tu as complètement perdu la tête. Quel est ton problème? C'est 1900 $. Paye-les pour qu'on puisse passer à autre chose. » Je passais en revue un rapport d'inspection de la climatisation pour le lieu quand elle a appelé. J'ai regardé le coût. Estimé pour remplacer l'unité de climatisation de la salle de bal principale, 75 000 $, et un rire presque hystérique a bouillonné dans ma poitrine. « Karen, je suis au milieu d'une négociation très complexe en ce moment, ai-je dit, la vérité de cette déclaration étant une délicieuse ironie privée. Je ne peux pas parler. Je te promets que je réglerai tout avant la fête. » Sa rage bégayante était la seule chose qui a percé mon épuisement. Sa fureur était une boussole, m'assurant que j'allais dans la bonne direction. Chaque texto de colère était une confirmation. Chaque message vocal paniqué une petite victoire. Elle pensait mener une guerre pour une facture de 1900 $. Elle n'avait aucune idée que j'étais en train d'acheter le pays tout entier. La clôture a eu lieu un mardi matin stérile dans un cabinet d'avocats du centre-ville qui sentait le cuir cher et le vieux papier.
Les derniers moments furent un anticlimax de paperasse, une rafale de signatures sur des documents dont les titres se fondaient en un flot de jargon juridique incompréhensible. Contrat d'achat d'actifs, acte de fiducie, acte de vente. Mark était assis à côté de moi, sa main une présence chaude et stable sur mon genou, la seule chose réelle dans une pièce qui ressemblait à un rêve. Quand mon avocat a fait glisser le dernier document vers moi, celui qui transférait le titre de propriété, ma main a légèrement tremblé en signant mon nom. Non pas Sarah Miller, mais en tant que signataire autorisé pour Northwood Asset Management. Et puis, c'était fini. L'avocat de la partie venderesse s'est levé, m'a serré la main avec un sourire professionnellement chaleureux et m'a tendu un petit trousseau de clés lourd. Elle semblait être une encre dans ma paume, solide et réelle. Je n'étais plus chef de projet, j'étais propriétaire. J'étais la propriétaire des jardins du Grandview. Le sentiment était trop vaste, trop surréaliste pour être traité. Cet après-midi-là, sous prétexte d'une dernière inspection, je me suis rendue seule au lieu de réception. Je suis entrée par une entrée latérale, la clé tournant doucement dans la serrure. Le bâtiment était silencieux, pris dans l'accalmie entre un événement de midi et les préparatifs du soir. J'ai traversé les jardins bien entretenus, passé devant la célèbre terrasse avec cascade où Karen s'imaginait sans doute tenir sa cour. Je suis entrée dans la salle de bal principale, le site de l'exécution prévue, et l'ampleur de ce que j'avais fait m'a finalement frappée. La salle était caverneuse, des chaises vides empilées contre des murs recouverts de damas de soie. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées, illuminant une galaxie de grains de poussière dansant dans l'air. C'était la scène. Juste là, près des porte-fenêtres, se trouverait la grande table des cadeaux de Karen pour Emily. Ce coin-là était celui où ma famille aurait été assise, à une table moins en vue. Et au centre de la pièce, sur cette piste de danse polie, c'est là que ma fille était censée se sentir petite. Je me tenais au milieu de tout cela, les clés toujours serrées dans ma main, et je n'ai ressenti ni rage, ni triomphe, ni même satisfaction, mais une paix profonde et absolue. Les décennies d'affronts et de blessures semblaient rétrécir, rendues insignifiantes par la réalité purement physique de l'espace que je commandais maintenant. Le pouvoir ne résidait pas dans l'argent que j'avais dépensé. Il était dans le silence, dans la possession du sol, même sous mes pieds. Ma dernière tâche de la journée était une réunion avec la directrice événementielle de longue date du lieu, une femme posée et professionnelle nommée Diane. Je me suis présentée comme la représentante des nouveaux propriétaires. J'étais calme, claire et directe. Je lui ai dit que la transition se ferait en douceur et que son poste, ainsi que celui de son personnel, était sécurisé. Ensuite, j'ai donné ma première directive officielle. Je vois que nous avons un événement prévu dans 2 semaines, une fête de remise des diplômes pour une certaine Karen Phillips, ai-je dit, ma voix ne trahissant rien. Diane a hoché la tête, consultant sa tablette. Oui, c'est exact. Une fête commune pour sa fille et sa nièce. Excellent, ai-je dit, mon ton inchangé. Vous veillerez à ce que l'événement de Madame Phillips se déroule exactement comme prévu. Chaque détail de son contrat doit être honoré à la lettre. Cependant, en aucun cas, vous ou un membre de votre personnel ne devez révéler le changement de propriétaire. Est-ce bien compris? Diane, un parangon de discrétion professionnelle, a simplement répondu « Parfaitement ». En retournant à ma voiture, j'ai senti les derniers vestiges de la victime se dissoudre. Je n'étais plus un pion dans le jeu de ma sœur. J'étais l'architecte d'un jeu entièrement nouveau. L'acte de propriété sécurisé et mes instructions données, un calme trompeur s'est installé dans notre maison. Le moteur de mon projet secret tournait silencieusement, puissamment, sous la surface de nos vies. Il était temps d'appeler Karen. J'ai composé son numéro 2 jours après la clôture, mon cœur battant à un rythme régulier et constant dans ma poitrine.
Elle a répondu dès la première sonnerie, sa voix sèche et impatiente. Enfin, j'étais sur le point de noter ta partie de la famille comme un peut-être et de te laisser leur expliquer pourquoi ils n'étaient pas les bienvenus. As-tu retrouvé la raison? J'ai pris une lente et délibérée inspiration. Salut Karen. Oui? Désolée pour le retard, j'ai eu beaucoup de détails financiers à régler, ai-je dit, l'euphémisme étant un secret, un délicieux morceau de vérité. Écoute, nous serons là, tous. Ne t'inquiète pas pour le nombre d'invités. Je pouvais presque entendre le sourire suffisant et triomphant se former sur son visage. Bien, dit-elle, son ton s'adoucissant avec la satisfaction d'un vainqueur. Et l'argent? Je dois payer le lieu, Sarah. Je ne vais pas avancer la part de ta famille. Bien sûr que non, ai-je répondu, ma voix douce comme de la soie. C'est beaucoup à transférer. Pourquoi ne pas régler ça avec toi en personne? J'apporterai un chèque à la fête. Ce sera plus simple comme ça. L'hameçon était lancé. Une remise du chèque en personne et en public était exactement le genre de soumission performative qu'elle désirait. C'était parfait. Très bien, a-t-elle lâché, mais la colère avait disparu, remplacée par la condescendance jubilatoire que je connaissais si bien. N'oublie pas, c'est tout. Après l'appel, j'ai appris par une de mes tantes que Karen avait immédiatement téléphoné à notre mère pour annoncer que j'avais enfin vu la raison et réalisé à quel point c'était important pour la famille. Elle se vantait de sa victoire, cimentant le récit de ma capitulation dans l'esprit de nos proches. Elle était, en substance, en train de tendre son propre piège. La semaine précédente, la fête était empreinte d'une étrange anticipation tacite. Je me suis assise avec Lily, choisissant mes mots avec soin. Ma chérie, la fête de remise des diplômes va être un peu différente, lui ai-je dit. Tante Karen et grand-mère pourraient être comme d'habitude et il pourrait y avoir un peu de drame. Mais j'ai besoin que tu me fasses entièrement confiance. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que ton père et moi sommes plus fiers de toi que nous ne pourrions jamais le dire, et que nous te soutenons. Peux-tu faire ça pour moi? Elle m'a regardée, ses yeux pleins de la sagesse tranquille qu'elle avait acquise au fil des ans d'observation, et a hoché la tête. D'accord, maman, je te fais confiance. Mark et moi nous déplacions comme des co-conspirateurs dans notre propre maison, échangeant des regards complices au dîner, une compréhension silencieuse et partagée de l'événement sismique que nous étions sur le point de déclencher. J'ai acheté une nouvelle robe, une gaine élégante d'un bleu cobalt profond et puissant. C'était l'armure pour la bataille finale. La veille de l'événement, j'ai eu un dernier et bref appel téléphonique avec Diane, la directrice du lieu. Nous n'avons pas parlé en code. Nous avons parlé le langage clair et concis de la logistique. J'ai confirmé le moment de son intervention. J'ai vérifié le placement de certains membres clés du personnel. Ce n'était pas différent de la coordination d'un lancement de produit. Tout était en place. Il ne nous restait plus qu'à attendre l'arrivée des invités. Nous sommes arrivés à 6 heures précises, l'heure dorée. Les jardins du Grandview étaient encore plus beaux que dans mon souvenir, le soleil de fin de printemps scintillant sur la cascade et jetant une lumière chaude et mielleuse sur les pelouses parfaitement entretenues. Il y avait un étrange sentiment de détachement alors que je marchais depuis la voiture, comme si j'observais une scène de très loin. J'étais à la fois une invitée et la propriétaire, une participante et la tenancière, et cette double perspective me procurait un calme étrange et inébranlable. Nous formions un portrait d'unité et de confiance tranquille. Mark, élégant et stable dans un costume sombre, avait sa main dans le creux de mon dos. Lily, radieuse dans une robe blanche simple et élégante, marchait à mes côtés, sa nervosité antérieure remplacée par une confiance tranquille en ma promesse. Ma propre robe cobalt semblait moins être un vêtement qu'une déclaration d'intention.
Au moment où nous sommes entrés sur la terrasse, nous avons été interceptés. Karen et ma mère se sont abattues sur nous, leurs visages ceints de sourires triomphants identiques. Elles nous ont regardés de haut en bas, leurs yeux s'attardant un instant sur notre élégance coordonnée, une lueur de surprise dans leurs expressions avant que la suffisance ne revienne. Sarah, vous êtes là! A gazouillé ma mère, embrassant l'air à côté de ma joue. Karen n'a pas pris la peine de faire des politesses. Ses yeux, vifs et prédateurs, se sont fixés sur les miens. Te voilà, dit-elle, sa voix un murmure bas et possessif, destiné uniquement à moi. N'oublie pas que tu me dois 1900 $. Je veux ce chèque avant le début des discours. J'ai la facture finale du lieu juste ici. Elle a tapoté sa pochette de créateur, un geste clair et sans équivoque. Elle était une créancière, et j'étais la débitrice qu'elle avait enfin acculée. Je lui ai adressé un petit sourire placide. Ne t'inquiète pas, Karen, je n'ai pas oublié. Nous allons régler ça. J'ai laissé mon regard dériver au-delà d'elle, observant la scène qu'elle avait si soigneusement construite. C'était exactement comme je l'avais imaginé. La salle de bal était remplie d'un mélange de notre famille élargie et du large cercle d'amis de Karen. Une longue table près de l'entrée était chargée de cadeaux, tous, ai-je noté, adressés à Emily. Dominant le mur derrière la petite scène se trouvait une immense bannière imprimée par un professionnel qui disait « Félicitations, Emily, l'avenir est radieux ». Nichée sur le côté, presque obscurcie par un arrangement floral, se trouvait une bannière beaucoup plus petite et d'apparence plus fragile avec le nom de Lily. J'ai jeté un coup d'œil au plan de table affiché sur un magnifique chevalet à l'entrée. Comme je le soupçonnais, Karen et sa famille étaient à la table centrale, numéro 1, juste en face de la scène. Ma famille, Mark, Lily et moi, ainsi que mes tantes et les parents de Mark, étaient assignés à la table 9, dans un coin reculé près de l'entrée de service. Tout était à sa place, le public était assemblé, la scène était prête. Elle m'avait remis le script et tout ce que j'avais à faire était de le suivre jusqu'à sa conclusion parfaitement planifiée et humiliante. Nous nous sommes frayés un chemin à travers la foule jusqu'à la Sibérie de la table 9, nichée près d'une porte marquée « Personnel uniquement ». Mark a tiré ma chaise, son expression un masque de neutralité stoïque, mais je pouvais sentir la tension dans sa main alors qu'il me serrait l'épaule. Pendant environ 20 minutes, nous avons engagé une conversation polie avec mes tantes, une performance de normalité qui semblait totalement surréaliste. Je sirotais mon eau, regardant Karen faire le tour de la salle, l'hôtesse fière d'un événement méticuleusement conçu pour se célébrer elle-même par le biais de sa fille. Je l'ai vue jeter plusieurs fois un coup d'œil dans notre direction, son expression devenant de plus en plus impatiente à chaque minute qui passait. Elle attendait le moment parfait, le public parfait. Puis, je l'ai vue bouger. Elle a rassemblé notre mère, 2 de nos tantes et une cousine, créant un petit tribunal influent. Avec son entourage à sa suite, elle a commencé à marcher vers notre table, ses pas délibérés et pleins de détermination. Le bavardage décontracté autour de nous semblait se calmer à leur approche, un changement subtil dans l'énergie de la pièce que les autres pouvaient sentir. Ce n'était pas une visite de courtoisie. C'était un règlement de compte. Elle s'est arrêtée juste en face de moi, son public déployé derrière elle, leurs yeux tous fixés sur moi. Elle tenait sa pochette devant elle comme un bouclier. « Sarah, dit-elle, sa voix assez forte pour que toute la table et plusieurs invités proches l'entendent clairement. Les discours vont bientôt commencer, et j'aimerais me débarrasser de cette histoire désagréable. » Elle a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer, s'assurant qu'elle avait l'attention complète de tout le monde. Il est temps de payer. Elle a ouvert son sac à main et a sorti la facture du lieu, la brandissant comme une preuve dans un procès. « Tu ne voudrais pas être ici gratuitement, n'est-ce pas? » L'humiliation était exquise dans sa conception.
C'était public. C'était transactionnel. Cela me positionnait comme une resquilleuse, une sœur mauvaise payeuse qui devait être humiliée pour honorer ses dettes. Je pouvais sentir mes tantes se tortiller mal à l'aise. Ma mère arborait une expression d'approbation sévère. La main de Mark, sous la table, serrait la mienne fermement. C'était le moment, le point de rupture qu'elle avait orchestré. J'ai senti un calme étrange, presque serein, m'envahir. J'ai regardé la facture, son visage suffisant et expectant, le cercle de parents juges, et je n'ai ressenti que le bourdonnement silencieux d'un puissant moteur attendant d'être enclenché. J'ai lentement posé mon verre d'eau sur la nappe en lin blanc, le petit clic résonnant dans le silence soudain. J'ai croisé le regard de ma sœur, le maintenant, et pour la première fois de notre vie, je n'ai pas détourné les yeux. Je ne te ferai pas de chèque, Karen. Le silence qui a suivi mon refus était une chose physique, une chute soudaine de la pression atmosphérique. L'expression suffisante de Karen s'est dissoute, remplacée par un éclair d'incrédulité qui s'est rapidement durci en une rage incandescente. Ma mère a eu un hoquet, un son sec et scandalisé. Comment oses-tu? A sifflé Karen, sa voix tremblant de fureur. Après tout ce que j'ai fait pour organiser cette magnifique fête pour nos filles, après avoir fait tout le travail, trouvé cet endroit incroyable, planifié chaque détail, tu es la personne la plus égoïste et la plus ingrate que j'ai jamais connue. Elle jouait pour son public, sa voix montant en volume, s'assurant que tout le monde aux tables environnantes puisse entendre ma trahison. Tu viens ici, à cette fête que j'ai payée, et tu as l'audace de refuser de contribuer? Tu essayes de gâcher cette journée, comme tu le fais toujours, parce que tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre être heureux. Elle était lancée maintenant, son monologue un florilège de toutes les accusations qu'elle avait jamais portées contre moi. Je l'ai laissé faire. J'ai écouté calmement, mes mains jointes sur mes genoux, sans faire le moindre geste pour l'interrompre. J'ai laissé le venin s'écouler, lui donnant toute la corde dont elle avait besoin. Quand elle s'est finalement arrêtée, respirant lourdement, la poitrine soulevée par l'indignation, tout le coin de la salle de bal nous regardait, captivé. La scène était parfaitement prête. J'ai pris une lente et délibérée inspiration. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai parlé avec une finalité calme et claire qui a tranché à travers sa rage théâtrale. Je ne te ferai pas de chèque, Karen, car cela n'a aucun sens de se faire un chèque à soi-même. J'ai fait une pause, laissant la logique impossible de cette déclaration flotter dans l'air. Karen et ma mère ont échangé un regard confus. Tu vois, ai-je continué, ma voix gagnant une force tranquille. J'ai acheté cet endroit il y a quelques semaines. J'ai fait un geste lent et délibéré de la main, un mouvement ample qui englobait les murs doublés de soie, les lustres en cristal, la terrasse avec cascade scintillant dans le soleil du soir. Tout. Donc, d'une certaine manière, Karen, ça fait de toi mon invité ce soir. Et tes frais d'événement? Je l'ai regardé droit dans les yeux, laissant mon regard tenir le sien. Ne t'en fais pas. Considérez les 1900 $ et tout le reste, de la facture, comme mon cadeau de fin d'études pour ta fille. Mes mots sont tombés dans un silence total et profond. Pendant 10 bonnes secondes, personne n'a bougé, personne n'a respiré. Le visage de Karen était un kaléidoscope d'émotions qui s'effondraient. La fureur suffisante s'est transformée en une incrédulité pure et incompréhensible. Sa bouche s'ouvrait et se fermait en silence, comme un poisson cherchant de l'air. Ma mère était figée, son visage un masque de choc d'une blancheur crayeuse, ses yeux grands et vides. Le cercle de parents qui avaient formé leur tribunal derrière elle regardait de moi à Karen et vice-versa, leurs expressions un mélange de confusion et d'admiration naissante. Le scénario n'avait pas seulement été inversé, il avait été incinéré.
C'était mon signal. J'ai croisé le regard de Diane, la directrice de l'événement, qui se tenait discrètement près de la porte de service, exactement là où nous l'avions prévu. Comme sur un signal silencieux, elle a commencé à marcher vers notre table avec une détermination calme et professionnelle. Elle se déplaçait avec un air de déférence, s'arrêtant à côté de ma chaise. Elle a souri chaleureusement, sa voix claire et portant dans le silence stupéfait. Bienvenue, Madame Miller, a-t-elle dit, utilisant mon nom de femme mariée avec une aisance consommée. J'espère que tout est à votre satisfaction ce soir? La confirmation fut un coup de foudre. C'était réel. Ce n'était pas un bluff. La discrète et méprisée Sarah, celle qu'ils avaient reléguée à la table 9, possédait le sol même sur lequel ils se tenaient. Le changement dans la dynamique du pouvoir de la pièce fut instantané, un changement physique et palpable. Ma cousine, qui se tenait épaule contre épaule avec Karen, a fait un petit pas inconscient en arrière. Ma tante, qui avait hoché la tête en accord avec la tirade de Karen, a soudainement trouvé une raison impérieuse d'examiner un centre de table sur une table voisine. Le tribunal jugeur s'est dissous, ses membres se fondant dans la foule, leurs regards détournés, soudain désespérés de se dissocier de l'humiliation publique dont ils venaient d'être témoins. Karen et ma mère sont restées seules au centre d'un large cercle vide, le projecteur de l'attention de tous brûlant maintenant sur elles. Elles étaient totalement, publiquement et spectaculairement vaincues. Le visage de Karen, qui avait été tordu de rage quelques instants auparavant, semblait maintenant s'effondrer, la façade de sa supériorité se désintégrant en temps réel. Elle se tenait là, exposée et impuissante, humiliée de la manière précise et publique qu'elle avait si méticuleusement conçue pour moi. C'était une image miroir parfaite et karmique, un moment de justice si complet qu'il en devenait presque poétique. La fête ne s'est pas arrêtée, mais elle a été irrévocablement brisée et refaçonnée. Le bourdonnement de la conversation est revenu, mais il était différent maintenant. Plus bas, plus intense, ponctué de regards non pas vers la scène ou la table des cadeaux, mais vers le coin oublié où se trouvait la table 9. Nous n'étions plus en Sibérie. Nous étions le nouveau centre de l'univers. Des parents qui m'avaient à peine adressé un signe de tête plus tôt trouvaient maintenant des raisons de passer par là, offrant leurs félicitations à Lily avec un respect nouveau, presque révérencieux, leurs yeux se tournant vers moi avec un mélange d'admiration et de crainte. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose qui comptait était l'expression sur le visage de ma fille. Lily rayonnait, un sourire radieux et incandescent qui a atteint ses yeux pour la première fois ce soir-là. Elle n'était pas seulement heureuse, elle était transformée. Elle me regardait non seulement avec amour, mais avec une compréhension naissante et profonde. À ses yeux, je n'étais plus seulement sa mère. J'étais une force, une protectrice qui non seulement l'avait protégée, mais avait fondamentalement modifié le monde qu'elle devait naviguer. Elle a tendu la main sous la table et a serré la mienne, une reconnaissance silencieuse et puissante qu'elle comprenait enfin, vraiment. Mark était assis à côté de moi, un pilier silencieux de fierté. Il ne parlait pas, mais sa présence était une déclaration. Il a levé son verre d'eau dans un petit toast privé à mon intention, ses yeux disant tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. 1 heure plus tard, après avoir enduré les chuchotements et les regards insistants, elles se sont approchées. Karen et ma mère se sont avancées ensemble, une délégation de 2 personnes d'un régime déchu. Leur rage et leur confiance antérieure avaient disparu, remplacées par une incertitude meurtrie et déconcertée. Elles planaient près de notre table, attendant que je les reconnaisse. Quand j'ai finalement levé les yeux, mon expression n'était ni en colère ni triomphante, mais simplement neutre. « Sarah », a commencé ma mère, sa voix un murmure faible et apaisant. « Nous devons parler. Nous ne comprenons pas. » Karen,
pour la première fois de sa vie, semblait à court de mots, son visage un masque pâle de confusion. J'ai levé la main, un petit geste qui les a arrêtés net. Je ne les ai pas invités à s'asseoir. Il n'y a rien à comprendre, ai-je dit, ma voix calme et basse, pour leurs oreilles seulement. Aujourd'hui, toutes les dettes ont été réglées, les dettes financières et les dettes émotionnelles, toutes. Elles me regardaient, attendant plus, une explication, une dispute, quelque chose de familier. Je ne leur ai rien donné d'autre que la nouvelle et inébranlable vérité. À partir de ce moment, ai-je continué, si nous devons avoir la moindre relation, ce sera à mes conditions. Elle sera basée sur le respect mutuel. Ce sera un partenariat d'égaux, ou ce ne sera rien. Le temps où je devais auditionner pour votre approbation est terminé. J'ai laissé les mots s'imprégner, une déclaration d'indépendance prononcée non pas avec colère, mais comme une simple déclaration de fait non négociable. Puis j'ai reporté mon attention sur ma fille, sur la lumière dans ses yeux, les laissant se tenir dans les ruines du monde qu'elles avaient construit, un monde dans lequel je n'avais plus besoin de leur permission pour exister. 3 mois plus tard, le froid de l'automne avait commencé à s'installer sur les jardins, et le crescendo chaotique de cette soirée de juin semblait remonter à une éternité. Les jardins du Grandview, sous ma supervision directe, étaient devenus une activité secondaire florissante et rentable, un projet qui m'apportait une satisfaction tranquille et tangible, totalement distincte du drame de son acquisition. Ma vie professionnelle et ma nouvelle entreprise étaient des sources d'épanouissement immenses, fondées sur la compétence et la stratégie, et non sur les sables mouvants de l'approbation familiale. Le contact avec ma sœur et ma mère était minime, réduit à une poignée de tentatives de réconciliation maladroites et transparentes. Il y a eu un texto de Karen qui disait « J'espère que tu vas bien. Peut-être qu'on pourrait prendre un café et laisser derrière nous toutes ces bêtises de remise de diplôme. » Ma mère avait appelé une fois, sa voix empreinte d'un déni joyeux et forcé, suggérant un dîner de famille pour revenir à la normale. J'avais poliment décliné les deux. Ce n'étaient pas des excuses, c'étaient des invitations à faire semblant, à effacer le passé pour qu'elle puisse se sentir à nouveau à l'aise. Mais je n'étais plus dans le métier de gérer leur confort. J'avais tracé une nouvelle frontière, non pas avec colère, mais avec la fermeté silencieuse et infranchissable d'une porte verrouillée. La véritable résolution, la vraie victoire, est arrivée un mardi soir tranquille. Nous étions tous les trois réunis dans le salon, l'air rempli de l'odeur de la pizza et de l'énergie nerveuse d'une adolescente sur le point de découvrir son avenir. Lily était assise en tailleur sur le sol, son ordinateur portable ouvert, son doigt planant au-dessus de la souris. Elle a cliqué, a retenu son souffle, puis un large sourire incrédule s'est répandu sur son visage. « J'ai été acceptée », a-t-elle murmuré, sa voix se brisant d'émotion. « J'ai été acceptée dans l'université de mes rêves. » À cet instant, tout le bruit du passé s'est évanoui. Mark et moi l'avons enveloppé dans une étreinte, nous trois formant une unité serrée et inébranlable de pure joie. Il n'y avait pas de public, pas de célébration performative, juste le bonheur authentique et sans phare d'une famille célébrant un succès durement gagné. En tenant ma fille, son visage mouillé de larmes de joie, j'ai regardé par-dessus sa tête Mark, dont les yeux brillaient de fierté, et la vérité profonde et paisible de tout cela s'est installée en moi. L'achat des jardins du Grandview n'était pas la victoire. C'était simplement l'outil que j'avais utilisé pour nettoyer le champ de bataille. Le vrai triomphe était ceci: la liberté tranquille et ordinaire de ce moment. J'ai réalisé que l'histoire ne consistait pas à prendre sa revanche. Elle consistait à se libérer. La meilleure vengeance n'était pas l'expression sur le visage de ma sœur quand son monde s'est effondré.
C'était la joie paisible et simple sur le visage de ma fille alors que son monde commençait. Le coup de maître ultime n'avait pas été d'acheter un bâtiment. C'était l'acte long, silencieux et délibéré d'investir enfin, complètement et irrévocablement en moi-même.